Bonjour à tous, un nouvel épisode Du temps d'une bière, magazine bimensuel, cécitaire, animé par deux aveugles sans yeux ni maître. un magazine qui n'a pas froid aux yeux. Alors, Nico, ce soir, on accueille une nouvelle personne et on ne sait pas du tout qui c'est puisqu'on n'y voit rien. Allez, c'est la surprise qu'on va retrouver derrière la porte. toc toc, il y a quelqu'un ce soir? Bah, je sais pas du tout. On ouvre la porte. Hein. Ce serait bien qu'il y ait On verra. quelqu'un quand même. On verra plus ou moins. Quand on voit pas très clair, on ne sait pas qui on a invité ce soir. Des fois, on se mélange un petit peu. C'est qui est au bout là de l'écran? Bonjour. C'est Pierre Pralu. Pierre Pralu. Ah, mais on se connaît. Oui, on se connaît un petit peu. On se connaît un petit peu, mon vieux Jean-Pierre. Ça va faire bientôt 30 ans. On disait, on devient des amis de 30 ans. Il faut faire gaffe. Hein. Ah oui, il faut un petit peu être vigilant. Hein. Bon, ben, souhaitons que ça dure encore un petit moment. Donc, notre ami Ouais. Pierre Pralu nous a fait l'honneur de nous rencontrer, de venir se présenter. Et on s'est connus il y a 30 ans, en effet. On s'est rencontrés auprès d'un homme qui s'appelait Yvan Amar. et qui s'appellera toujours Yvan Amar Mais qui est-ce? et qui a beaucoup compté. Et je dirais que c'est un homme pour nous, je pense pouvoir parler pour toi, Pierre, qui est aussi le battement de notre cœur. En tout cas, qui est avec les battements de notre cœur. Ah, c'est clair que la rencontre avec Yvan a été un grand moment. Ça a été, disons, ce qu'on appelle une croisée de chemin où tu changes de cap, tu changes de route. Ça a été un grand bouleversement intérieur, cet homme. Voilà. C'est comme je dis, le Little Big Man. Il était tout petit, mais un géant. Voilà. Little Big Man, Yvan Amar. Et donc, c'est là que et dès le premier jour que je suis arrivé, vers qui tout de suite j'étais attiré, et avec qui j'étais mangé à midi avec un pique-nique, tout de suite, le premier, mon Jean-Pierre Brouillot. Voilà. Donc, ça n'a Incroyable. pas traîné. Ouais. La classe. La classe, en effet. Et depuis, il y a eu beaucoup d'autres pique-niques, c'est ça. Il y a eu quelques- Oui, des pique-niques et des bières aussi. Hein. Voilà. Et le temps des bières. Et les bières, voilà. Donc, avant de parler peut-être de ce que tu fais aujourd'hui, on ne sait jamais, parce que entre nous, des fois, il y a des méandres, on part dans des labyrinthes, on remonte, on fait surface, mais on aime bien le voyage entre l'obscurité et la lumière. Donc aujourd'hui, on peut te considérer, est-ce qu'on peut dire ce mot, designer En architecture bioclimatique? Ça vous va? Tout à fait. Voilà, tout à fait. Je ne suis pas architecte. Je n'ai pas le diplôme. J'ai un parcours, on va dire, un peu atypique. Hein, c'est une passion qui a maintenant bientôt 40 ans. Oui, on peut dire que j'ai vraiment mis les pieds à l'étrier il y a 40 ans. Où il y a 40 ans, j'ai expérimenté. J'allais de chantier en chantier et j'allais pas sur n'importe quel chantier. J'allais chaque fois sur des chantiers expérimentaux, pilotes, où on testait, expérimentait soit des nouveaux systèmes constructifs, soit des nouveaux designs. Et donc déjà à l'époque, en 81, j'ai fait en 81 ma première maison en bottes de paille. Donc c'était au Larzac avec José Bové. Donc à l'époque, on avait les cheveux jusque là et voilà, on fumait plein de substances et surtout on se battait contre les militaires qui voulaient transformer ce lieu extraordinaire en camp militaire. Et donc là, on a fait une espèce de première cabane en bottes de paille. On était des espèces de zadistes avant l'heure, hein, zone à défendre avant l'heure. C'était une des toutes premières, voilà, donc expérience de ZAD. Ouais. La ZAD du Larzac, voilà. Le CUM du Larzac. Larzac. Donc, première maison en bottes de paille. Donc là, pour moi, là, ça a été déjà une petite révolution, quoi. Parce qu'à l'époque, faire des maisons en bottes de paille, si tu veux, voilà, bon, on était un peu des extraterrestres. Hein. Oui. Et est-ce que tu as collaboré, enfin, avant, tu vas nous parler un peu de toute l'évolution de ton projet, mais il me semble que tu as été berger aussi. Alors, c'est plus tard, ça, 7 ans plus tard, 7 ans plus tard. Donc, j'avais, moi, rejoint une agence d'archi
pour lequel je bossais. On bossait beaucoup. J'étais à deux doigts du burn-out, là, tellement on bossait comme des fous furieux. Ils nous faisaient bosser le soir, à 11h du soir, le week-end. Et puis à un moment, j'avais eu un besoin de faire un petit mois sabbatique. J'ai donc décidé de rejoindre des amis bergers dans un endroit paumé dans la montagne dans le 04. Et le mois qui devait durer un mois, donc s'est transformé en 18 mois. Voilà. Donc, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à pousser des biquettes dans un endroit du 04 absolument magnifique et un endroit merveilleux dont j'ai toujours plaisir à y retourner. Et voilà, donc ça a duré 18 mois l'expérience de berger. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai quand même, mais voilà, mes tables à dessin et mes routines me manquaient quand même. Donc il fallait que je revienne à des choses, à ma passion d'origine quand même. Et est-ce que tu pourrais, excuse-moi Nico, est-ce que tu pourrais, je ne sais pas si on t'a déjà demandé ça, si tu as déjà cogité autour de ça, mais cette passion pour l'agencement des formes, et puis après on va parler du bioclimatique, c'est encore un peu autre chose, c'est une évolution on va dire, mais est-ce que tu as des choses qui remonteraient à ton enfance? Est-ce que tu étais un cinglé des mécanos? Je ne sais pas. Est-ce que... Ouais, alors attends, alors là c'est vraiment rigolo que tu abordes ça parce que si tu savais qui était mon premier inspirateur, tu vas halluciner, c'est mon papa. Mon père était un meilleur ouvrier de France, pâtissier chocolatier, donc un grand chocolatier pâtissier. Et quand j'étais gamin, je passais des heures à le regarder, à contempler la fabrication de gâteaux extraordinaires. Il faisait des gâteaux à étages avec des empilements, des colonnades. C'était des vrais chefs-d'œuvre, des gâteaux qui partaient pour soit des grands mariages. Il y a même des gâteaux qui sont partis pour l'Élysée. Enfin, il faisait vraiment des gâteaux magnifiques. Qui faisait 1m50, 1m80. J'en ai même eu un qui faisait 3 mètres de haut. Donc, c'était une véritable construction. Et je pense que c'est lui, moi, qui m'a donné cette envie d'empiler des trucs pour faire des maisons. Voilà. Donc, ça, c'est très vite, je me suis mis à crobarder des maisons. Mais je dois dire quand même, très jeune, vers 18 ans, j'étais attiré par l'habitat organique. Alors, qui c'est qui m'a... alors là, encore une fois, c'est une référence rigolote, hein, c'est Tolkien. Tolkien, le Seigneur des Anneaux, la maison des Hobbits. Donc j'avais 18 ans, je découvre Tolkien, je découvre le Seigneur des Anneaux et la fameuse maison enterrée des Hobbits. Et là, je me suis mis à partir dans un délire avec ça. Et très vite, j'ai eu envie de travailler sur l'habitat organique. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. Alors c'est plutôt les Américains à l'époque, c'est Michael Reynolds, c'était des Wright, c'était tout un tas d'architectes un peu barrés américains. Mais aussi l'habitat maghrébin, l'architecture traditionnelle maghrébine aussi était très organique. Et donc tout de suite j'ai eu cette passion pour l'habitat organique. Et donc on épouse les formes, on essaye de créer des structures qui sont proches de la nature, où en gros on vient s'insérer dans la nature sans venir la bousculer. Pour moi c'est une architecture discrète, une architecture modeste. C'est une architecture où la nature trouve sa place et à la limite on vient se glisser, se lever comme ça dans un paysage. C'est pour ça que même encore maintenant, notre principale source d'aspiration pour dessiner un projet pour des maisons, pour des clients, on ne dit rien tant qu'on n'a pas vu le terrain. Quand on va sur le terrain, on se pose sur une bille de bois, on s'installe, on regarde, on ressent. On respire le terrain, et là, on voit sortir la maison qui sort de terre, c'est comme un champignon qui sort comme ça, tout doucement. Et on la voit sortir de terre comme un champignon. Et chaque fois, on a notre crowbar dessus, on dessine, tac, 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 paf, paf, paf. On montre rien au client, on le montre après. Mais le design, c'est la nature, le coin qui nous a inspiré. Et si tu regardes notre site, tu t'apercevras qu'il n'y a jamais une maison qui se ressemble. Elles sont toutes très, très différentes. Voilà. Donc, cet aspect organique a été très vite là. Alors, qui dit organique dit aussi matériaux vivants, matériaux organiques. Donc, très vite, ça a été la paille, ça a été le champ, ça a été la terre crue. Là aussi, donc, j'ai participé à tout un tas de chantiers à l'époque où je partais avec mon sac à dos et j'allais à droite, à gauche dans toute la France pour participer à ces chantiers participatifs. Alors maintenant, tout le monde parle de chantiers participatifs, ouais. C'est la grosse tendance. Là, moi, je te parle de l'époque où il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable, et pour autant, on se retrouvait toute une bande de fous furieux
dans ces chantiers où ça venait de partout. Tu m'entends, ça venait de partout. Ça venait des États-Unis, ça venait d'Allemagne, ça venait d'Irlande, ça venait d'Italie, ça venait de partout. Et on avait voilà, et on participait à ces chantiers où je me rappelle les maîtres d'œuvre étaient obligés de communiquer par petits dessins pour essayer de se faire comprendre de toutes ces langues et des ambiances incroyables quoi. Donc alors bien sûr, on a fait des trucs complètement foireux, on a expérimenté, on a un peu essuyé les plâtres, hein, comme on dit, et des fois c'était pas toujours très heureux, on a eu de gros échecs, mais quand même, voilà, riche de nos échecs, on a continué, perduré, et puis à un moment, bon, j'ai un peu posé mon sac à dos, je suis devenu un peu plus sérieux, et donc là je rejoins des bureaux d'études classique, où là j'ai vraiment appris, disons, les normes techniques, les DTU, enfin tout ce qu'il faut savoir pour faire un truc qui tient à peu près la route. Et donc Voilà. là, Et il y a puis eu des périodes d'études. Tu as repris des études pour justement pour aussi avoir une approche scientifique, ou alors c'est vraiment l'expérience sur voilà, le tas. technique. Donc j'ai fait l'école des maîtres d'œuvre de Paris en formation pour adultes. Hein, donc le soir, j'allais prendre des cours à l'école des maîtres d'œuvre de Paris. Pour, disons, savoir dessiner, dresser un plan, connaître la perspective, voilà, les choses vraiment basiques, quoi. Base, Et quoi. puis après, une fois que tu as ces éléments-là, et à l'époque, on travaillait encore au rotring, à la planche à dessin, les plans sur calque. Donc, un gros travail d'esquisse crayon au départ, et puis après, très vite est venue l'informatique. Alors, dès que l'informatique et les premiers logiciels d'architecture se sont présentés. Alors moi, j'ai pas traîné, hein. J'ai vite laissé tomber le rotring et le calque. J'ai gardé les esquisses crayons parce que ça, c'est le support de base, c'est je dirais, c'est la continuité de ton, de ton intuition, le crayon, tu vois. Donc, c'est indispensable d'avoir ce crayon. Oui, oui. Le bloc-notes et le crayon, c'est indispensable. Par contre, une fois que tu as fait ça, tu as dressé les premières esquisses. Bon, bah là, l'informatique, c'était juste extraordinaire pour nous parce que bon, on allait beaucoup plus vite et on faisait des choses beaucoup plus précises. Voilà, donc j'ai dû faire cette formation un petit peu plus classique. Ça n'a pas empêché de continuer à expérimenter des formes, des matériaux nouveaux, de faire des rencontres incroyables avec toutes sortes d'intervenants, notamment en Allemagne. Je veux dire que les Allemands avaient une longueur d'avance à l'époque. Je te parle de ça dans les années 90, où ils avaient carrément 20 ans d'avance. Hein, les Allemands, c'est pas compliqué. Alors, j'ai beaucoup appris du côté de Fribourg, là-bas, le quartier Vauban. C'était carrément incroyable à l'époque de voir où ils en étaient, quoi. Et donc, mes amis allemands, j'en dois vraiment, j'en dois beaucoup. Voilà, vraiment énormément. C'était une belle rencontre. Une belle école. Je me souviens, on reviendra aux formes après, aux matériaux et à cette inclusion. J'aime vraiment beaucoup cette idée là de faire éclore dans la nature une architecture avec humilité. Moi, c'est le mot que j'entends. Ouais, adapté. Si tu veux, j'ai rencontré quelqu'un chez toi un soir, mais je suis désolé, j'ai plus son nom. C'est un des très bons amis à toi. Je crois qu'il est belge, non? Qu'il habite dans le sud-ouest et qui a fait des maisons avec des formes absolument incroyables. Tu as participé à ces projets-là avec lui? Ouais, je lui ai fait on lui a fait sa maison. Ivo Van Gil. Un peu la maison, à quoi ça ressemble? Parce que c'est quand même. Alors, la maison, c'est une barque inversée. Hein, on pourrait dire que c'est une barque inversée. Voilà. Et tout en charpente, lamellé-collé. Et lui, il a tout fait lui-même. C'est-à-dire qu'il a même fait le lamellé-collé. Donc, cette maison, il y a une partie en terre crue, une partie en chaux-chanvre. La toiture est isolée en liège. Et Ivo Van Gil, c'est alors au départ, c'était un manufacturier, un facteur en clavecin. Ah oui, c'est ça. Et je me rappelle. De facteur en clavecin, il est devenu chiropracteur. Et cette chiropraxie l'a emmené après de la médecine quantique, où là, je l'ai vu expérimenter des choses absolument incroyables. Et il y a un petit lien avec toi, mon ami Jean-Pierre, c'est qu'il pratique des soins chez les cogis. C'est-à-dire que quand les cogis se tournent le dos ou ils se font mal, et ben lui, il va régulièrement, une fois par an, chez les cogis pour aller les soigner. Voilà, et leur apprendre les techniques. On doit avoir des amis communs parce que je connais une ostéopathe
dans un petit village sur le bord des Caraïbes, mais au pied de la montagne des Kogi. Et elle est rentrée depuis 2 ans, elle s'appelle Cécile. Elle est rentrée en relation déjà avec le peuple Kogi, mais elle y va très très doucement, avec beaucoup de respect pour pas être une posture de Ah oui, colonisation. mais pas du tout, là. Ils sont dans l'échange. Non, là vraiment, c'est un vrai travail d'échange. Ils font un vrai travail vraiment intéressant. Donc voilà, Ivo Van Gils, je veux dire que ça, c'est un personnage. On aimerait avoir des clients comme ça tous les jours, mais on va pas se plaindre. On a comme une clientèle de gens très sympas, très avertis, très engagés, et de plus en plus. Donc la crise du Covid a été révélatrice d'un véritable engouement pour l'architecture écologique bioclimatique, avec ce besoin d'autarcie, d'autonomie et d'intégration dans la nature. Donc, c'est absolument incroyable de voir comme actuellement les gens fuient les villes et tout le monde se précipite vers. Ça ressemble un petit peu quand même. Des fois, je plaisante avec mon ami Bruno. On dit tiens, là c'est le Titanic et ils sortent les chaloupes de sauvetage, quoi. C'est complètement ça. C'est comme ça que je sens ça. Oui. Donc après un an à peine après le début de la crise, vous pouvez déjà ressentir un effet Covid sur les nouvelles constructions, les nouvelles demandes de construction qui vous arrivent. C'est x3. x3, ah Ouais. oui. Ah Ouais, oui, ouais. Et les gens veulent quoi du passif et de l'autonomie. Ils veulent de l'autonomie. C'est vraiment le mot clé aujourd'hui, d'autonomie sur C'est tous les. l'autonomie. Alors bien sûr, une maison bioclimatique, forcément, elle assure un confort thermique d'été et d'hiver pratiquement unique de par le design de la maison. Donc on arrive à on arrive par exemple pour la partie chauffage, on est à 90% d'économie, et à 100% pour la partie été, confort thermique d'été, on est 100% sans clim. Et ça c'est la partie chauffage. Après, c'est des maisons qui sont autonomes avec leur propre production électrique. Il faut savoir que le photovoltaïque, ces dernières années, a fait un bond considérable. On est passé à une nouvelle génération de matériel où je te dirais qu'il y a, entre aujourd'hui et 2010, si tu veux, on est sur du x6. Donc, tu vois, on est 2 fois plus performant, 3 fois moins cher. Tu vois, c'est du x6. Donc, le photovoltaïque explose. Maintenant, si tu veux, le photovoltaïque, il est tellement pas cher qu'on peut se permettre de chauffer sa maison ou en tout cas chauffer son eau chaude avec les panneaux photovoltaïques. Alors qu'avant, si tu veux, pour chauffer l'eau chaude, en écologie, on avait ce qu'on appelait les panneaux d'eau chaude solaire, où on chauffait de l'eau très très chaude dans les panneaux et puis c'était envoyé vers un cumulus. Bon, ben c'est fini ça, on n'a même plus besoin parce que un bon vieux cumulus classique fait l'affaire et il est entièrement alimenté par le surplus de production produit par le photovoltaïque. On arrive à une autoconsommation absolument incroyable. Donc, on parlait du chauffage, l'énergie, l'eau chaude, donc ça s'est vu, l'eau. Donc l'eau, on récupère les eaux grises, on récupère les eaux de pluie. Donc là aussi, c'est une grosse demande, alors que là, je comprends pas trop parce que en France, on n'en est pas encore à manquer d'eau. Là, je pense qu'on est dans une petite parano, mais bon. Je crois qu'il y a une angoisse là, de ce côté. Il y a une grosse angoisse du manque d'eau, c'est un truc qui est très, très perceptible. Oui. Bon, bah écoute, de toute façon, les outils sont là, donc c'est des WC secs pour économiser l'eau, c'est les systèmes de récupération des eaux grises, c'est-à-dire qu'on récupère l'eau des douches, des lavabos, des baignoires pour transformer ça en eau claire, et cette eau claire est renvoyée soit vers des cuvettes de WC, soit vers la machine à laver, soit vers un usage même pour le jardin ou pour laver la voiture, je sais pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise 2 fois la même eau, quoi. Voilà. Et puis après, il y a la récupération des eaux pluviales, pareil, c'est une grosse demande, c'est un truc de fou, quoi. Sauf que là, bon, ça me fait doucement rigoler parce que quand on a des épisodes de sécheresse, comme il y a eu 2 ans, là, ici dans le sud, on a eu 6 mois de sécheresse. Je voudrais bien savoir, avec leur petite réserve de 10 à 15 mètres cubes, où ils ont, enfin, jusqu'où ça a pu les emmener. Ça n'a pas dû les emmener bien, bien loin, mais bon. C'est vrai qu'on a des périodes de sécheresse maintenant qui vont être de plus en plus longues et de plus en plus répétées. Et ça, donc ça veut dire, oui, ça veut dire que tu as des gens qui doivent aussi te demander de plus en plus des mares ou des endroits d'eau à l'extérieur, sinon. Tout à fait. J'imagine bien ça, tu vois, parce que j'ai vraiment ce sentiment là. Bon, il y a des choses qui, il y a des rumeurs fondées ou pas, comme quoi, voilà, on va vers une sécheresse
enfin, annuel et autres. Donc j'imagine que les gens, ils veulent voir de l'eau un peu partout autour de chez eux, quitte à la stocker. Donc on n'est pas que dans les piscines aujourd'hui, on doit être aussi dans des... tu dois avoir des demandes, toi, C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'avant, on va dire que pour certains bobos, la piscine devait venir compléter l'offre, mais moi, j'ai jamais été trop branché piscine. Par contre, l'idée de faire une mare associée à un jardin bioclimatique, ça me plaît bien. Tu vois, ils mettent des poissons dedans, tu vois, ça me branche bien. Où ils récupèrent les déchets des poissons. Hein, donc, c'est eau chargée euh, de toute cette enfin la merde des poissons quoi, parlons bien. Eh ben, elle va alimenter par des circuits quoi les jardins. Donc ça fonctionne bien. Nous on travaille hein, sur tous ces procédés, on va dire un petit peu permaculture, parce qu'en fait l'architecture bioclimatique c'est de la permaculture mais associée à la maison. Voilà, c'est un peu la même réflexion. Voilà, on est dans une espèce d'adaptation, savoir s'adapter à un lieu, à un terrain, à une histoire. Donc, c'est de la permaculture. Hein. D'ailleurs, on pourrait appeler ça de l'architecture permaculture. J'entends. Et donc là, vraiment, on constate que les demandes concernent beaucoup plus des besoins concrets, des besoins pragmatiques, plutôt que le confort comme... pendant des années, c'était beaucoup c'était le tape à l'œil, c'était le confort de la piscine et tout ça. Donc là, il y a vraiment une évolution aussi par rapport à ces demandes-là. Ah oui, tout à fait. C'est assez pragmatique là maintenant. Alors nous, si tu veux, avec Bruno, nous on aime bien associer nos projets à un design. On aime bien que nos maisons soient vraiment très léchées, très. Alors on est sur des designs un petit peu compliqués, mais en fait c'est toujours pareil, c'est des designs organiques. Hein. Donc c'est sûr que ça peut des fois décoiffer un peu, mais on a toujours cette réflexion-là. Et si tu veux, l'exigence bioclimatique, quelque part, prépare le design. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un design qui est dicté par la bioclimatique. Alors, qu'est-ce que c'est vite fait la bioclimatique? Quand même, il faut que je le dise. C'est des maisons très bien isolées. C'est des maisons qui ont des cascades solaires très efficaces pour se protéger des entrées solaires l'été. Et c'est des maisons où à l'intérieur, il y a une inertie répartie très très forte. Hein. Voilà, on essaye de mettre un maximum d'inertie à l'intérieur de la maison. Donc très isolé à l'extérieur, inertie à l'intérieur, les casquettes solaires, très grande exposition solaire au sud. Il faut au moins que la façade sud soit vitrée à 60%. Et il faut que le soleil sorte de ces façades sud à partir du mois de mai. Donc il faut qu'à partir du mois de mai, le soleil ne rentre plus, parce qu'on considère que on n'a plus besoin de soleil à partir du mois de mai. Donc voilà, on définit une casquette de protection à partir de cette règle-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le soleil est très bas l'hiver, le soleil rentre dans ces maisons et pendant toute la journée, il vient charger cette inertie qui est faite de terre crue, qui est faite de ce que vous voulez, de matériaux lourds, denses. Et le soir, quand le soleil est couché, la maison restitue donc toute cette chaleur. Il se passe exactement la même chose l'été, mais à l'envers, c'est-à-dire que là, au contraire, on va faire en sorte de laisser rentrer la lumière, mais pas le soleil. Et on va bien ventiler la maison la nuit. Donc, ce qui fait que le matin, la maison, elle démarre à 22 et elle va monter tout doucement dans la journée jusqu'à 26 degrés. C'est-à-dire, on reste dans des températures de grand confort. Et alors qu'il peut faire 40 dehors. Donc, on est à 26 degrés alors qu'il fait 40 dehors sans aucune clim. Sans clim, quoi. Non, c'est fantastique. Quoi. Ouais. Dis, je voudrais bien revenir un peu à l'eau. Là. Moi, ça m'avait impressionné. Tu m'avais un peu raconté comment vous faites on peut dire, excuse-moi, je vais peut-être employer des mots qui ne sont pas adéquats, mais des piscines bioclimatiques, tu m'avais parlé de ça, il me semble. Hein. Ou c'est pas le mot. Piscine écologique. Piscine écologique. Voilà, la piscine écologique, hein, c'est des piscines qui fonctionnent avec des systèmes de phyto. Voilà, c'est un système de plantaire. Donc on met des plantes et on met du zooplancton et du phytoplancton et c'est eux qui assurent le nettoyage de l'eau. Voilà. Donc c'est une eau. Combien de parties tu recouvres de plantes à quel pourcentage à ce moment-là une piscine? Alors, une plantée qui doit correspondre à peu près à un tiers de la surface de la piscine où on nage. Voilà. De la surface de la piscine. Oh, d'accord. Ok. Et un bon gros tiers. On constate vraiment, l'eau qui en résulte est vraiment extrêmement propre. Quoi.
Ouais, alors ça, il faut reconnaître que se baisser alors, moi, j'ai un copain qui fait des piscines écologiques. Alors, lui, il s'embête pas. Il invite ses clients, il leur met il les met en maillot de bain, il leur dit, bah, écoutez, le mieux pour comprendre ce que c'est qu'une piscine écologique, eh ben, c'est d'aller vous baigner dedans. Et là, je dois reconnaître très honnêtement que quand tu t'es baigné dans cette eau, t'as plus envie de te baigner dans une piscine javelisée au sel ou tout ce que tu veux. Évidemment, parce que les piscines javelisées ou au sel, c'est agressif. Ah ben là, c'est d'une douceur, c'est agréable, mais tu le sens. Et puis en plus, tu as cet environnement de plantes qui est en périphérie de la piscine. Tu as l'impression de te baigner dans un étang, mais un étang qui serait tout propre, quoi, voilà, avec une eau toute claire. Et puis tu as toutes ces plantes autour. Et puis en plus, c'est des piscines très organiques, hein, toujours pareil, on retrouve des formes très très organiques. Donc elles sont magnifiques, magnifiques ces piscines. Enfin, ça reste cher. Alors, il y a autre chose dont je voulais te parler, par contre, c'est les systèmes d'assainissement en phytoépuration. Alors, donc là, c'est plutôt que de mettre une bonne fosse septique où on gère donc toutes les matières et tout ça, bah là, le traitement des matières et des déchets de la maison donc part dans des cuves, enfin des bassins plantés, hein, donc avec des phragmites, c'est des papyrus, des joncs, et il y a plusieurs niveaux comme ça. Il y a 2 à 3 niveaux comme ça de couches étagées, comme des lasagnes, hein, donc où avec différents matériaux, on récupère une eau en sortie de ce dispositif tellement claire que cette eau on peut l'utiliser on peut la réutiliser alors pour arroser des arbres fruitiers ou arroser alors on peut pas arroser au niveau de la loi pour potager, mais enfin bon, je pense pas que les gens prennent un gros risque, quoi. Non, tout à fait, j'entends bien. Oui, je sais que c'est de plus en plus donc utilisé. récupérer complètement son eau en sortie d'assainissement, c'est quand même drôlement intéressant pour ceux qui veulent faire du potager. Oui, parce que ça, c'est un apport d'eau quotidien. C'est-à-dire tous les jours, le jardin, il a son eau. Alors que là, si tu attends une cuve de pluie et puis qu'il pleut pas pendant 6 mois, ben, t'as pas d'eau. Rien. Tu l'as dans le baba. Donc là, tu as une eau qui vient de l'eau de la ville, voilà, et puis on essaye de récupérer jusqu'au bout. Mon Pierrot, je vais te proposer un petit exercice un peu particulier. Là, je me méfie là avec toi. T'as raison. En face de toi, tu as un aveugle 100% et un qui l'est presque. Voilà, il est en train de boire un coup parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il va me faire, brouillon. Il prend des forces. Il prend des forces. Je sens le Pierre Pralu qui est en train de se mobiliser et de s'inquiéter et de muscler son neurones. Et c'est très simple. Donc, on va dire qu'il y a 2 aveugles devant toi et ils aimeraient bien voir des photos de tes maisons, mais comme ils ne voient pas, ils ne peuvent pas voir les photos des maisons. Donc, il aimerait bien que le Pierrot il nous raconte, enfin qu'il essaie de nous décrire 2-3 maisons qu'il a faites en mettant des mots dessus pour qu'on arrive à les revisualiser à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai envie de faire ce petit jeu avec toi parce que je sais que tu as le verbe haut et parfois même inspiré. Tu as vu, je le flatte un peu quand même. Tu as bien flatté mon ego là, c'est bon là. Déjà, il y en a une, elle est très simple à visualiser, c'est un œuf. Ah ouais. Ah ouais. Ah bon? Alors tu vois un œuf, c'est une petite maison, en fait c'est une demande qui avait été faite par une cliente qui voulait faire un mandir, donc un petit temple hindou. Le mandir comme il y a à Auroville, à la communauté d'Auroville, oui. Oui. C'est un mandir qu'ils ont fait, hein, c'est un truc monstrueux qu'ils ont fait. Donc là c'est un petit temple et donc il fait 3,50 mètres de diamètre à l'intérieur. Donc c'est carrément une forme domique. C'est un dôme qui a été construit sur le nombre d'or à l'époque. Donc c'est un œuf bâti sur le nombre d'or. Et en fait, on est sur des tracés organiques très anciens et on a sorti cette forme qui est vraiment très harmonieuse, très belle. Donc tu peux imaginer un petit œuf couvert de tuiles de bois. Et sur le chapeau en haut, il y a une petite poisson en terre cuite. Ouais, des bardeaux en tuiles de bois, voilà, des tabaillons. Ouais. Voilà, donc avec 3 petites fenêtres et voilà, il fait
3,50 m de haut, 3,50 m de large, donc il s'inscrit dans un carré. Donc voilà, c'est une. Maintenant, ils appellent ça les tiny house. Tu vois, donc moi à Ah oui, l'époque, j'avais déjà fait ma tiny house, tu vois, Ah, en voilà. forme avant d'œuf. l'heure. Ouais, tu es un précurseur. Oui. Et autrement, tu en as d'autres qui Oui, alors je pourraient vais te m'aider. parler de ma maison. Celle-là, tu vas bien comprendre. Donc c'est une façade pignon. Donc c'est un gigantesque pignon, donc triangulaire et qui fait voilà, qui est entièrement vitré façade sud, entièrement vitré. Je me souviens, Donc oui. il y a 38 mètres carrés de façade vitrée donc au sud, avec deux parements pierre et c'est un grand triangle comme ça qui part sur les côtés avec cette façade sud entièrement vitrée. Et à l'intérieur de cette maison, il y a un arbre de 5,50 m de haut, qui était un petit ficus de 50 cm de haut, Ouais. et maintenant il fait 5,50 m de haut. Voilà. Et Et bien. qu'est-ce que c'est que cet arbre? Eh bien, c'était ma cheminée, parce qu'on s'est aperçu au bout de 2 ans qu'on n'avait pas besoin de cheminée dans cette maison, puisqu'à 22 heures, il faisait encore 23 degrés sans chauffage. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va aller faire une cheminée dans une maison où il fait 23 degrés à 11 heures du soir, donc en plein hiver? Et on s'est dit, bon, bah, plutôt que brûler les arbres, on va en planter un. Et voilà comment, depuis, bah, au lieu d'avoir une cheminée avec le petit feu de bois le soir, bah, on a un feu vert toute la journée avec ce gigantesque ficus qui nettoie en plus. L'intérêt du ficus, c'est qu'il nettoie l'atmosphère. C'est un merveilleux épurateur d'air naturel. Et puis 5,50 m de haut, je te laisse imaginer le volume Ah que ça ben, fait. je m'y suis assis quand même quelques fois au pied, avec un petit verre à la main, avec mon ami Pierrot. On a discuté au pied du ficus quand même. Voilà, donc je me souviens très très bien. Alors j'apprends par notre ami technicien Julien qu'on est à 31 minutes. Donc, on arrive Ah, il va Donc falloir couper, hein. à la fin, tu vois. Il va Et falloir couper, hein. est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire vers lesquelles on t'a pas emmené? Non, non, alors là, si tu me mets là-dessus, alors là, tu peux remettre 3 demi-heures derrière, mais sans problème. Donc, Je on sais, va, je sais. moi, je vais conclure en te remerciant de m'avoir invité pour cet échange. Voilà. Donc, j'espère qu'il aura été profitable pour plein de gens. Et ils peuvent aussi aller voir notre site triab.com, hein, où voilà, il y aura un résumé un petit peu de tout ce qu'on a fait, nos réalisations depuis le début. Et, euh, et donc, un grand merci à toi, Jean-Pierre et Oui, Nicolas, à vous deux. oui. Moi, je vais faire un aveu à la fin de de notre petite émission là. C'est qu'en fait, on fait ça paraît tous les 15 jours. Et moi, j'ai bien l'intention, en tout cas, c'est un rêve que je caresse, du fait qu'on présente un peu tous nos amis là, ces derniers temps, tous les 15 jours, et que de plus en plus les gens se connaissent pour le moment virtuellement. Moi, mon idée derrière, c'est quand même vraiment un jour qu'on se réunisse tous. On dit, ah, mais c'était Pierrot qu'on a vu parler d'architecture. Ah, c'était Claire qui nous a parlé des éléphants en Afrique. C'était Lucas. Et voilà, et qu'on fasse une grande fête tous ensemble. C'est mon vœu le plus pieux. Voilà. Pierre, un grand, grand merci de nous avoir éclairés. Et puis, si des gens, que les gens qui nous connaissent ou pas, mais qui vont nous voir, ont besoin d'éclaircissements sur le bioclimatique, voilà, je pense que tu répondras très volontiers. Vous pouvez contacter Pierre, je pense, en notre nom. En tout cas, moi Bon, qui bah, suis un peu super. dans une position qui ne connaissait pas grand-chose à cette thématique-là, je trouve que j'ai trouvé que c'était très riche. Donc, on a déjà abordé plein de choses entre les matériaux, entre les différentes possibilités pour récupérer l'eau, pour le chauffage et tout. Donc, je trouve que c'était déjà très complet. Donc, merci beaucoup pour ça. Et c'est avec grand plaisir qu'on ira faire un tour sur ton site internet. À quoi tu t'amuses? À la vôtre. Salut Allez. Pierrot. Oh, bah, dis donc, mon verre, il est presque vide, oh. Ah, bah c'est parfait. Merci, les Très bien. amis. Salut, le Merci temps d'une beaucoup. bière dans 15 jours. C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.